Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Report des assises nationales de la refondation de l'État au Mali. Cet ajournement d'un mois laisse penser qu'un glissement de calendrier serait possible pour la tenue des élections. Toutefois, l'ONU insiste sur le respect des délais de la transition. Le Togo va bénéficier de 10 millions de dollars de la part de l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, pour l'intégration agricole. Une nouvelle injection sous forme de prêt pour augmenter les revenus et la sécurité alimentaire des ménages ruraux. Et Octobre Rose donne une nouvelle lueur d'espoir dans la lutte contre le cancer du sein en Côte d'Ivoire. Des journées de sensibilisation au dépistage sont organisées par l'ONG Ecomédia pour prévenir de cette pathologie qui tue chaque année plus de 1000 femmes dans le pays, selon l'OMS. Mais tout d'abord, en Libye, le processus électoral se précise en vue de la tenue de l'élection présidentielle du 24 décembre prochain. La commission électorale a annoncé que les candidatures pour les élections présidentielles et législatives devraient se faire durant la première quinzaine du mois de novembre. Cette période coïncidera avec le processus de distribution des cartes d'électeurs dans les centres où ils sont inscrits, d'après le chef de la haute commission électorale libyenne. Notons tout de même que les fortes tensions politiques survenues ces dernières semaines font planer un climat d'incertitude autour de la tenue de ces scrutins. La transition malienne s'engage probablement vers des prolongations. En cause, le report des assises nationales de la refondation de l'État qui se tiendront finalement en décembre. Cette table ronde est présentée par les autorités maliennes de transition comme un passage obligé avant la tenue des élections. Toutefois, le Conseil de sécurité de l'ONU insiste sur le respect des délais électoraux. Les explications de Philomène Tine. Le vœu d'organiser des assises nationales avant de fixer la date des élections présidentielles et législatives, prévues initialement le 27 février 2022, émis par les autorités de la transition malienne face à la mission onusienne en visite dans le pays les 23 et 24 octobre dernier, porte à croire que la durée de la transition sera éventuellement prolongée au Mali. C'est du moins l'avis de certains observateurs. Selon le gouvernement de transition, les élections doivent se tenir sur la base de conclusions des assises nationales de la refondation. Les autorités maliennes que nous avons rencontrées nous ont parlé des assises nationales de la refondation comme une sorte de préalable aux élections. Le chronogramme indique que ces assises pourraient prendre fin vers décembre et c'est à l'issue de ce processus qu'un calendrier sera établi et soumis aux Maliens ainsi qu'à la communauté internationale. Les assises nationales au Mali ont pour principal enjeu la refonte de l'État pour endiguer les maux qui minent le pouvoir public, à savoir la fraude électorale, la corruption généralisée, la délinquance de l'armée. En outre, selon le gouvernement de transition, les documents issus des différentes assises vont servir de matière première pour mettre de l'ordre au Mali, pays où la sécurité occupe naturellement l'ordre des priorités les plus élevées. On va faire une prolongation de la transition, mais dans quel format? Voici la question. On pense que même si on a prolongé, il faut avoir des garde-fous, il faut avoir une implication de l'ensemble des acteurs de la société politique, il faut avoir un accord avec la communauté internationale. Mais cette semaine, c'est décisif parce que la CEDEAO nous avait donné un délai de fournir un calendrier électoral. Le 31 octobre, c'est le délai. Mais ce que nous avons remarqué ces derniers temps, c'est la volonté manifeste du président de la transition de mobiliser l'ensemble des acteurs pour qu'on puisse avoir un consensus autour de ces assises-là. L'objectif décliné par la junte malienne est également de travailler à créer un minimum de conditions de sécurité pour permettre à une large frange de la population d'aller aux élections. Elle a entre autres évoqué à cet effet l'appui de ses partenaires parmi lesquels la Fédération de Russie avec laquelle le Mali a signé des accords depuis les années 1960. En Afrique de l'Ouest, le Sénégal et la Guinée-Bissau veulent améliorer la gestion de leurs frontières communes. Les deux pays se sont réunis le 22 octobre 2021 pour discuter de la sécurité et du développement de leurs zones transfrontalières. Objectif affiché, lutter contre le grand banditisme et développer cette zone d'échange stratégique. Un sujet de Mildred Diamo.
La frontière commune de 338 km entre le Sénégal et la Guinée-Bissau est le théâtre du grand banditisme, notamment le trafic de drogue, les braquages, l'exploitation forestière illégale, la corruption foncière et les abus policiers. Face à cette situation, les deux pays ont décidé de mutualiser leurs efforts pour renforcer la sécurité. Le 22 octobre 2021, des autorités administratives et militaires sénégalaises et bissau-guinéennes ainsi que des représentants de la société civile se sont réunis en Guinée-Bissau. La décision des États de la Guinée-Bissau et du Sénégal de renforcer leur coopération, de mutualiser leurs forces, entre en droite ligne de la coopération entre les deux États depuis l'arrivée au pouvoir du président Embalo. On a vu les coopérations se renforcer et aujourd'hui on peut dire que la Guinée-Bissau est un prolongement du Sénégal et c'est tout à fait normal pour que le Sénégal puisse régler le problème de la Casamance. On a eu besoin de l'apport et de l'assistance de nos frères bissau-guinéens. Le renforcement des contrôles à la frontière et le développement de cette zone géographique clé pour le transport et les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Guinée-Bissau ont été abordés. Concrètement, ces efforts concertés devraient aider à établir un plan d'action pour réprimer les crimes transfrontaliers et développer les régions concernées, notamment Bafata, Oyo et Kiachou. Aujourd'hui, compte tenu de la volatilité des conflits endogènes dans la sous-région, les deux états-majors ont décidé de passer à une vitesse supérieure pour sécuriser la zone et permettre que le flux des marchandises et des personnes ne soit pas interrompu par des conflits ou des états d'âme de personnes encagoulées qui souhaiteraient nuire. Initiée par le Programme des Nations Unies pour le développement, cette initiative s'aligne avec les objectifs de sécurité et de développement durable Agenda 2030. Notons que le Sénégal et la Guinée-Bissau entretiennent des relations fructueuses depuis le règlement du contentieux entre les deux pays relatif à la démarcation de leurs frontières maritimes en 1995. 10 millions de dollars, soit 5,6 milliards de francs CFA, c'est la somme dont va bénéficier le Togo de la part du Fonds de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, pour l'intégration agricole. Cette nouvelle injection de fonds sous forme de prêt doit notamment augmenter durablement les revenus et la sécurité alimentaire des ménages ruraux. Le point avec Marie-Raphaël Antolo. Le Togo va bénéficier d'une enveloppe de 10 millions de dollars octroyée par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole pour le développement international. Ces fonds sont accordés pour appuyer l'intégration agricole du pays dans le cadre du programme régional d'intégration des marchés agricoles. L'objectif ici est donc d'augmenter durablement les revenus et garantir la sécurité alimentaire des ménages ruraux. Globalement, pour l'économie togolaise ou l'agriculture du Togo, on verra très bien que cette stratégie permettra aux populations à la base d'avoir une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Parce qu'effectivement, rien ne sert de produire s'il n'y a pas de marché d'écoulement. Donc, si ce fonds travaille à mettre en place des marchés, les tronçons, les réhabiliter pour permettre la circulation de ces produits, on ne peut donc que saluer l'initiative. Dans les faits, ces fonds serviront à financer la réhabilitation d'un total de 9 marchés, de semi-gros, de 19 centres de collecte de produits et 500 km de sections de routes d'accès rural reliant les zones de production au marché. En outre, 4000 hectares de terres agricoles seront aménagés pour une gestion durable de l'irrigation. Ceci permettra par ailleurs aux agriculteurs du pays d'accroître leur production et leur résistance au changement climatique. S'il s'agit juste de produire, de collecter et d'envoyer vers les marchés, le problème n'est pas réglé. Ce qui permet d'ajouter de la valeur, c'est bien entendu la transformation. Et les pays, le Togo ne comptera pas sur les partenaires au développement, sur l'OPEP pour y arriver. C'est des efforts à l'interne qu'il faut fournir. Donc le Togo doit travailler à l'industrialisation pour véritablement apporter de la valeur ajoutée. Et c'est ainsi que les populations vont mieux gagner leur vie à travers
les efforts qu'ils fournissent pour la production agricole. Rappelons que ces fonds sont octroyés sous forme de prêts dans le cadre du programme régional d'intégration des marchés agricoles. Selon le Fonds de développement de l'EPEP, cette facilité devrait bénéficier à quelques 45 000 ménages au Togo et favoriser la création d'emplois pour les femmes et les jeunes dans le pays. Un groupe français minier pointé du doigt au Niger. La coordination de la société civile d'Arlit accuse l'opérateur français Orano de manquements graves lors de l'arrêt d'exploitation de la mine d'uranium d'Akuta. Une mine fermée en mars dernier qui a mis en péril l'avenir des travailleurs. Les détails avec Roberto Bogbe. Quelques mois après avoir rédigé une lettre ouverte au chef de l'État nigérien, c'est un retour à la charge de la coordination de la société civile d'Arlit. Cette fois-ci, elle a décidé de mettre la pression sur les autorités et le Parlement sur la fermeture de la mine d'uranium d'Akuta survenue fin mars 2021. Pointé du doigt, le groupe français Orano, accusé de léser les populations environnantes. Donc en fait, Areva abandonne la population dans les désarrois. Bien sûr, nous disons que nous sommes en deuil au niveau d'Arlit. Et je faisais allusion en fait souvent au terme des Maliens. Les premiers ministres maliens, si vous voulez, Areva nous a abandonnés en plein vol, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui que la pollution est là, donc elle est suffisamment entassée, elle est suffisamment durable. Et Areva s'en va sans aucun minimum de respect de cette population qui va vivre ici après. C'est-à-dire en prenant un dispositif réglementaire par rapport au sarcophage et puis bien sûr à la fermeture de la mine et puis bien sûr l'accompagnement social. La coordination alerte également sur une spoliation des travailleurs indirects de la compagnie minière d'Akuta. Elle demande une meilleure transparence dans la conduite du plan de réaménagement et le respect de la responsabilité financière de chaque partie, souhaitant aussi que la mine soit réouverte pour tenter d'en retirer les engins et autres matériels enfouis dans une logique d'assainissement et de valorisation. Nous souhaitons ressortir les engins qui sont dedans. C'est des engins qui ont des valeurs de milliards. Certains sont tout neufs. On peut les vendre et récupérer cet argent. Et pourquoi faire de tels gâchis ? Nous ne comprenons pas cela. Et alors que même si la raison qu'ils veulent utiliser, c'est la contamination se détermine par ce que nous appelons la réglementation. C'est-à-dire on fait des mesures pour voir si telle chose ou telle est contaminée ou pas. C'est pourquoi aujourd'hui, on n'est pas d'accord qu'ils y aient enterré ces engins au fond de la mine. Pour rappel, suite à cette fermeture, la compagnie minière d'Akuta a mis en place un plan de réaménagement du site dont le budget est d'environ 95 milliards de francs CFA. La coordination de la société civile d'Arlit suit avec intérêt l'évolution des opérations du réaménagement du site. En cas de non-action, elle entend engager des protestations. Le cancer du sein fait plus de 1000 morts en Côte d'Ivoire chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé. Une réalité que l'ONG Ecomédia souhaite voir changer grâce à ses programmes annuels de sensibilisation au dépistage, des journées de mobilisation pour prévenir afin de mieux lutter contre cette pathologie. Un sujet de Ange Noménio. Le cancer du sein se guérit. C'est le message porté par l'ONG Ecomédia sur tout le territoire ivoirien. L'objectif est de sensibiliser les femmes à se faire dépister tôt, car plus vite elle est détectée, plus vite on peut guérir de cette maladie. En Côte d'Ivoire, l'OMS dénombre à plus de 1000 le nombre de femmes qui meurent du cancer du sein. Et le manque de communication constitue un véritable obstacle dans la lutte contre cette maladie. En mettant en place les journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein, l'ONG Ecomédia espère ainsi l'éradiquer. Monsieur le représentant du ministre de la Santé, c'est vrai que l'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup, mais je voudrais plaider ce matin en faveur d'une prise en charge globale de ces femmes-là qui vivent dans la détresse et qui n'ont pas toujours la possibilité de se faire soigner. On fait déjà beaucoup, mais je pense que l'État de Côte d'Ivoire peut faire davantage pour ces filles, pour ces enfants qui meurent dans la solitude du cancer du sein. Après les discours, place à la pratique.
Les descentes sur le terrain permettent de constater l'efficacité de la communication sur l'engagement des femmes à très tôt se faire dépister. La période des règles, quelques jours après, quand ça va baisser, quand ça vous fera plus mal, vous touchez le sein, d'accord? Ou bien allez-y voir le gynécologue, il pourra vous aider. C'est bon? Voilà. C'est bon, mesdames? Tout l'intérêt de cette campagne-là pose sur le geste de générosité que nous comptons porter à ces femmes-là, c'est-à-dire quand elles sont dépistées, ça va créer forcément un besoin. Qu'est-ce qu'on fait d'elles après? Donc pour toutes ces femmes-là qui seront diagnostiquées, nous, ONG, nous prenons l'engagement de leur venir en aide, c'est-à-dire de participer à leur prise en charge médicale. D'autres centres communautaires ont également bénéficié des programmes de dépistage, avec le même message d'espoir porté. C'est mieux de venir et de connaître ce qu'on a dans le corps que rester à la maison. C'est ce qui m'a poussé aujourd'hui de venir avec ma fille, ma cadette, pour venir se faire dépister. Le message que je voulais lancer, c'est dire à mes sœurs que le cancer de sein tue. Tuons le cancer de sein en nous faisant dépister. La Côte d'Ivoire a beaucoup avancé dans la lutte contre le cancer du sein. Depuis 2017, il est possible de se faire soigner du cancer avancé suite à l'établissement d'un centre de radiothérapie. À l'instar d'autres organisations, l'ONG Ecomédia, classée parmi les pionniers de la sensibilisation contre cette maladie, s'en réjouit. Vous avez compris. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.